Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le mystère du mont Untersberg. Il existe en Autriche une montagne qui a attiré l'attention de tous, du Dalai Lama à Adolf Hitler. L'endroit est très mystérieux et entouré de légendes et d'histoires très bizarres. Hitler croyait avoir une relation personnelle avec la montagne et il avait même bâti sa petite retraite de montagne ou la célèbre Keilsteinhaus, plus célèbre sous le nom du Nid d'Aigle, en face de la montagne. Et en 1992, le Dalai Lama a visité la montagne et l'a qualifiée du cœur du chakra mondial. La montagne s'appelle le mont Untersberg et à ce jour, personne ne sait ce qui la rend si spéciale. Et plus récemment, dans les dernières décennies, les gens ont rapporté y avoir vu des créatures bizarres, des fantômes, voire même des ovnis. Mais même selon les légendes locales, le mont Untersberg abriterait des civilisations disparues et même les vestiges d'une culture de nains, un tout petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Des personnes l'ont comparé au triangle des Bermudes, affirmant qu'il y a des disparitions et des événements inexpliqués sur cette montagne. Et si vous consultez les vieux journaux allemands, vous trouverez de très nombreuses histoires concernant le mont Untersberg. Le mont Untersberg paraît également fréquemment dans la mythologie germanique, généralement dans des histoires où il est question de magie et de nains. Et à titre d'exemple, on peut remonter à l'année 1738, où un chasseur du nom de Michael Altzuger disparaît sans laisser de traces. Exactement un an plus tard, il est découvert errant dans la région, confus et désorienté. Et lorsque ses amis et sa famille lui ont demandé où il se trouvait, il a refusé de répondre. La rumeur veut que le pouvoir qui réside dans cette montagne puisse provoquer des sortes de glissements de temps, manipulant le tissu même de l'espace-temps. Ensuite, en 1987, 3 personnes auraient pénétré dans le réseau de grottes situé sous la montagne pour en explorer les profondeurs inconnues, mais ne sont jamais revenus. Leur voiture a été retrouvée à proximité sans aucune trace des explorateurs. Et 3 mois plus tard seulement, ils se seraient très soudainement réveillés sur un bateau en mer Rouge au large de la côte d'Alexandrie en Égypte. Et ils racontent n'avoir aucune idée de la façon dont ils sont arrivés là. Ils se rendent au consulat allemand d'Alexandrie, puis rentrent chez eux à Munich. Et c'est à leur retour qu'ils changent d'histoire, créant un récit élaboré sur l'endroit où ils étaient allés et pourquoi. Je suppose que les 2 récits qu'ils ont racontés étaient vraiment élaborés. Ils expliquent alors qu'ils n'étaient pas du tout allés dans les grottes de la montagne. Au lieu de cela, ils auraient laissé leur voiture sur place et auraient marché jusqu'à la gare et auraient pris un train pour Salzbourg, en Autriche toujours. Et comme ils avaient oublié leur passeport, ils auraient paniqué lorsqu'ils auraient franchi par erreur la frontière entre l'Autriche et la Yougoslavie. Craignant les autorités, ils seraient montés sur un bateau qui aurait pris la direction de la mer Rouge et de l'océan Indien. Les histoires sont très louches et tout bonnement invérifiables. Mais malgré tout cela, la montagne ne semble pas perdre son aura de mystère tout au long des années. La prophétie. Baba Vanga était une célèbre mystique bulgare, une sorte d'oracle des temps modernes. Aveugle depuis son enfance, la Nostradamus des Balkans, comme on l'appelle, a fait des prédictions mondiales pour chaque année, et ce, jusqu'en 5079. Ça fait beaucoup là, non? Et certaines de ces prédictions se seraient même réalisées dans le passé. En effet, la voyante aurait prédit la mort de la princesse Diana et les attentats du 11 septembre et le naufrage du sous-marin russe Kursk et même la date de sa propre mort, en tout cas selon ceux qui y croient. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'une de ces prédictions qui a entraîné un homme dans un voyage qui allait changer sa vie à tout jamais. En janvier 1981, un homme rendit visite à Baba Vanga dans sa ville natale de Rupit. Et apparemment, il avait avec lui une sorte de carte très ancienne et qui était censée mener à l'emplacement d'un trésor caché. Mais il ne parvient pas à déchiffrer le document, mais espère que la sage prophétesse le pourra. Il lui dit que sa carte était fausse et qu'il devait la lui laisser pendant qu'il se reposait. Et pendant que l'homme se reposait, la vieille dame demanda à sa nièce de copier la carte. Et bien que la carte ne mène pas un trésor, la mystique a affirmé qu'elle contient des écrits très anciens d'un groupe de personnes qui auraient supposément quitté l'Égypte et seraient arrivées en Bulgarie par la mer il y a plus de 2000 ans. Je sais, encore une histoire d'Égyptiens dans un endroit incongru.
Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Mais c'est alors que Baba Vanga serait entré en transe. Elle affirma qu'une petite montagne près de la frontière turque contenait un sarcophage enterré par les marins égyptiens arrivés en Europe. Et toujours selon la prophétesse, le sarcophage contenait un savoir ancestral qui pouvait changer l'histoire. Elle disait qu'un sentier sur la montagne menait à une clairière et que sous un gros rocher se trouvait le sarcophage enterré. Et la nièce de l'oracle a même trouvé un homme assez fou pour croire à tout cela, un certain Krastu Moutaftiev. Il aurait même organisé une expédition à la recherche du lieu très mystérieux. Mais ce fut très difficile car la montagne décrite par Baba Vanga se trouvait à la frontière entre la Turquie et l'URSS. Elle était très surveillée et totalement interdite d'accès. Mais ils y seraient tout de même allés au clair de lune et auraient découvert la montagne, et les aventuriers ne trouvèrent pas de trésor, mais quelque chose d'encore mieux, selon leur dire. Alors qu'ils cherchaient le rocher censé recouvrir le sarcophage, deux silhouettes fantomatiques leur seraient apparues. Ces silhouettes auraient été lumineuses comme des hologrammes, et le phénomène aurait été vu par tous les membres de l'expédition, et à ce jour, il n'a jamais été expliqué. Parce qu'il n'y a rien à expliquer. Le sarcophage n'a jamais été retrouvé non plus. Une rumeur populaire veut que Baba Vanga ait eu la vision du tombeau de la déesse égyptienne Bastet. Et aujourd'hui, le site est connu sous le nom de grotte de Bastet. Bon, rien n'a été trouvé, et à part le témoignage des pigeons, l'équipe de l'expédition, aucun phénomène bizarre n'y a été reporté. Mais cela n'empêche pas les gens de considérer l'endroit comme un lieu de pèlerinage et même de s'y rendre. La cité du dieu singe. Selon une ancienne légende, la ville blanche était une grande métropole située au cœur de la jungle hondurienne. Elle était dédiée à une divinité singe que vénéraient les anciens peuples qui y vivaient. Et les scientifiques sont tombés sur les vestiges pour la première fois en 2015, près d'un siècle après l'identification de la ville dans des récits et des rapports historiques. L'explorateur américain Theodore Moore aurait découvert des milliers d'objets dans la jungle lors d'une expédition à la Mosquitia, une région du Honduras. Theodore a entendu des récits de la population locale selon lesquels une statue géante d'un dieu singe se trouvait quelque part dans la jungle. Il n'a jamais trouvé la statue, mais Theodore est sorti de la jungle avec une petite collection de trésors. Depuis, d'autres explorateurs tentent de découvrir la ville. Et l'un d'entre eux est un certain David Elkins, un homme qui est également cinéaste. Il s'est lancé à sa recherche dans les années 90, lorsque son intérêt a été éveillé par la découverte d'une gravure rupestre au cœur d'une forêt isolée. Lui et un groupe d'aventuriers se trouvaient dans les montagnes après avoir remonté une rivière en canoë. Ils se trouvaient à plusieurs jours de la civilisation lorsqu'ils auraient découvert un rocher orné d'un pétroglyphe. Cependant, ce rocher se trouvait dans une zone de forêt si dense que les explorateurs pouvaient à peine voir à 3 mètres devant eux. Le pétroglyphe était la preuve évidente de l'existence d'une civilisation ayant vécu dans la région, mais les explorateurs n'ont pas réussi à la trouver. La découverte accidentelle du pétroglyphe a motivé David à poursuivre ses recherches, et en 2015, l'équipe et lui-même ont révélé une zone qui, selon eux, pourrait être la cité perdue. Ils ont trouvé des morceaux d'argile et de pierres brisées qui pourraient avoir été des maisons. Ils n'ont pas encore découvert une grande statue du dieu singe ou de merveilleux palais, mais ils pensent que les vestiges de la ville blanche se trouvent ici, quelque part enfouis sous la végétation très dense. L'incident de Berwyn Mountain. Le 23 janvier 1974, l'une des plus incroyables observations d'OVNI de l'histoire de l'humanité a eu lieu. Ou est-ce réellement le cas ? Les observations ont eu lieu dans les montagnes de Berwyn, au Pays de Galles. Les habitants des montagnes ont déclaré avoir entendu un bruit très fort, puis avoir soudainement vu une lumière brillante dans le ciel. Et dans les jours qui ont suivi l'observation commune, on a prétendu que le gouvernement britannique avait dissimulé le crash d'un vaisseau spatial extraterrestre. Et si peu de gens en Europe connaissent l'incident, il est en revanche extrêmement célèbre au Royaume-Uni. Il s'agit de la version galloise de l'incident de Roswell qui s'est passé aux États-Unis en 1947. Les journaux locaux l'ont même appelé l'incident Roswelsh. Mais commençons par les faits. La vérité, c'est que les habitants des montagnes de Berwyn ont entendu un bruit
ait vu une lumière dans le ciel. C'est indiscutable. Il s'agit d'une observation massive rapportée par des centaines de personnes. Alors, qu'est-ce que c'était? Il est facile de conclure un atterrissage forcé d'OVNI, mais quelles sont les autres explications scientifiques? Les chercheurs ont affirmé que le bruit était dû à un tremblement de terre et que la lumière intense était générée par un météore très brillant. Il s'agirait là d'une coïncidence parfaite et d'une combinaison entre un tremblement de terre créant un bruit, comme une onde de choc, au moment même où un météore brûlait dans le ciel comme un vaisseau spatial en flammes. Et bien que les chances d'une telle occurrence soient extrêmement faibles, ça reste tout à fait possible. Et en 2010, des dossiers gouvernementaux scellés ont été rendus publics concernant l'incident de Berwyn Mountain. Et le dossier montre que la Royal Air Force Valley d'Anglesey a été mobilisée pour rechercher un éventuel crash sur le flanc de la montagne. Mais ils n'ont rien trouvé du tout. Plus tard, des rapports faisant état d'une boule de feu aperçue dans le ciel sont parvenus de Somerset, de Manchester et d'Édimbourg. La boule de feu s'est désintégrée au-dessus de Manchester, descendant dans l'atmosphère jusqu'à environ 16 km au-dessus de la surface avant de disparaître dans un éclair aveuglant. Le rapport du gouvernement indique également qu'une secousse sismique a ébranlé les montagnes de Berwyn vers 20h32 ce soir-là. Le tremblement de terre a provoqué un glissement de terrain qui aurait sonné comme une explosion. Et si l'on en croit les scientifiques et le gouvernement, la plus grande observation massive d'OVNI de l'histoire du Pays de Galles n'était rien d'autre que de phénomènes naturels simultanés. Le lion dans les ruines. Dans le Colorado, un lion des montagnes ou un puma a été aperçu en train de rôder autour d'anciennes ruines qui font partie des plus mystérieuses d'Amérique du Nord. Des photos ont été récemment diffusées par le parc national de Mesa Verde montrant le touriste non autorisé rôdant dans les salles vides et les rues oubliées des habitants de la falaise de Mesa Verde. Et même si la mystérieuse civilisation a disparu, la faune n'a jamais cessé de venir dans ce lieu mystique. Et à l'aide d'une caméra discrète, Kevin Barnett a pu capturer bien plus qu'un lion de montagne curieux en train de rôder. Il a également pris des images d'oiseaux, d'un lynx roux et d'un animal incroyablement rare, le Bassaris rusé, également connu sous le nom de coati. Il fait partie de la famille des ratons laveurs, mais on ne le voit presque jamais. Ce qui en fait une créature quasi mythique au Colorado. Et il est donc assez remarquable que l'un de ces animaux légendaires ait été aperçu dans l'une des ruines de montagne les plus mystifiantes d'Amérique. Les habitations de la falaise se trouvent dans le désert du Colorado. Elles ont été creusées dans les flancs de la falaise abrupte par le peuple ancestral des Pueblos il y a plus de 700 ans. Et ce groupe très mystérieux est arrivé dans le Colorado vers 550 de l'ère commune, construisant ses habitations dans des falaises à proximité de sources d'eau douce pour faciliter l'accès à l'eau potable. Et au cours de leurs 7 siècles de prospérité, ils ont construit bien plus que des maisons sur des falaises. Mais le problème est qu'une grande partie de leur histoire a été détruite par le temps lui-même. Les chercheurs estiment qu'il existe au moins 5000 sites archéologiques à l'intérieur du limite du parc naturel lui-même, et d'innombrables autres au-delà. Le mystère des pueblos ancestraux réside dans le fait que personne ne sait ce qui leur est arrivé. Ils ont abandonné leur ville et leur habitation dans les falaises vers 1300 de l'ère commune, bien avant l'arrivée des Européens, et personne ne sait où ils sont allés ni ce qui a provoqué la fuite de leur civilisation. Et aujourd'hui, grâce aux habitations abandonnées près des sources d'eau, les bêtes sauvages viennent chercher une eau rafraîchissante et un répit face à la chaleur. Ancienne cité Inca. Près de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les Andes péruviennes, la technologie laser a révélé une ancienne cité encore plus ancienne que le Machu Picchu. Albert Lin, un explorateur du National Geographic, a utilisé la toute dernière technologie de détection et de télémétrie par la lumière pour découvrir l'étendue de la cité. La mystérieuse cité se trouve dans une zone archéologique appelée Huata et qui se trouve près de 1524 mètres plus haut que le Machu Picchu lui-même. Et si vous avez déjà visité l'attraction touristique la plus célèbre du Pérou, imaginez maintenant une ruine à près du double de cette altitude. Le trekking pour atteindre le Machu Picchu est déjà suffisamment épique et fatigant sans qu'il soit nécessaire d'y rajouter près de 1500 mètres de dénivelé.
Lin, qui est un escaladeur chevronné, a déclaré que c'était un défi, même pour lui, d'y arriver. Plus on monte dans les Andes, et moins on a d'ombre pour se protéger d'un soleil brûlant, et moins on a d'oxygène. Mais le voyage en vaut cependant la peine. À 3692 mètres d'altitude, vous atteignez les plus hauts sommets des Andes. Et le paysage ici ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre. De grandes prairies s'étendent sur les plateaux et les sommets. Puis, il y a les vallées en contrebas, si profondes qu'elles constituent un écosystème totalement différent. Il est choquant de penser qu'une civilisation ancienne est venue jusqu'ici pour construire des tombes, des places et des villes parfaitement fonctionnelles. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. L'utilisation de lasers a permis aux explorateurs de voir sous les épais arbustes et cactus qui recouvrent les sommets des montagnes. Les lasers ont repéré des caractéristiques de la cité perdue qui n'auraient pas été découvertes autrement. Les données recueillies ont révélé ce que les chercheurs appellent la première maquette du Machu Picchu. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que la ville a été construite des centaines d'années avant le Machu Picchu au XVe siècle, mais que le Machu Picchu n'aurait pas pu voir le jour sans elle. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les Incas ont construit Machu Picchu sur les ruines d'une ville beaucoup plus ancienne. Tout comme les Espagnols ont construit des églises catholiques sur les ruines des temples aztèques. Les Incas ont bâti leur ville de montagne sur les ruines des cultures qu'ils avaient conquises. Camping préhistorique. Il y a 11 000 ans, une culture de montagnards vivait dans le Wyoming, aux États-Unis. Et l'une des zones de loisirs en plein air les plus populaires de l'État aujourd'hui l'était déjà à l'époque glaciaire. La chaîne de Wind River est l'une des régions sauvages les plus époustouflantes de toute l'Amérique. On y trouve des panoramas époustouflants, de vastes prairies et de magnifiques paysages alpins dans les montagnes à plus de 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un endroit populaire pour l'escalade, le ski, la randonnée et le camping à la belle étoile. Mais ce que beaucoup de campeurs ne réalisent pas, c'est qu'ils suivent les traces des anciens. Des scientifiques ont récemment découvert que les Amérindiens faisaient du camping dans les zones alpines à l'époque où les mammouths laineux parcouraient encore les terres. En 2006, l'archéologue Richard Adams a découvert une colonie préhistorique à plus de 3300 mètres d'altitude dans la partie nord des montagnes. Il l'a baptisé High Rise Village, que l'on pourrait simplement traduire par village en hauteur. Il s'agit d'un événement majeur car jusqu'à cette découverte, personne ne savait que les Amérindiens s'aventuraient dans les montagnes et construisaient des établissements permanents dans cette partie du Wyoming. On supposait qu'ils n'avaient pas besoin de monter à de telles altitudes où il y avait moins de nourriture et où il faisait nettement plus froid. High Rise Village n'était pas un petit village non plus. Il comptait au moins 75 maisons et 4 fois plus de personnes. Les archéologues ont trouvé des dizaines de milliers d'objets en pierre fragmentés, tous dispersés sur une pente si raide que même le meilleur skieur aurait du mal à la descendre. Mais pourquoi des gens ont-ils décidé de vivre dans un tel endroit, alors qu'ils disposaient de bien meilleures options dans les vastes étendues sauvages du Wyoming? Ceux qui vivaient ici avaient délibérément construit leur village sur une pente inconfortable. Des gens ont vécu à High Rise Village jusque dans les années 1700. Dans un rayon d'environ 5 km, dans toutes les directions, il y a plus d'une centaine de petits sites archéologiques. Richard Adams et son équipe ont même entrepris une mission épique pour découvrir d'autres villages préhistoriques dans la chaîne de la Wind River. Ils ont pu identifier 13 villages de taille moyenne dont la plupart étaient des sortes de retraites d'été. Les populations indigènes venaient en grand nombre dans les montagnes l'été pour camper, chasser et profiter de la vie comme le font les gens aujourd'hui. Mais qu'est-il arrivé à tous ces gens? Il existe près de 20 villages alpins préhistoriques dans les montagnes du Wyoming qui ont été occupés jusqu'à il y a à peu près 300 ans. Les groupes indigènes ont vécu dans les montagnes pendant près de 11 000 années consécutives, avant de disparaître à l'arrivée des premiers Européens en Amérique du Nord. Il n'est pas vraiment nécessaire d'être un grand savant pour comprendre ce qui les a poussés à abandonner leurs vieilles habitudes. Et voici les pratiques médiévales les plus choquantes qui étaient tout à fait normales. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.